Bonjour à tous. Alors j'ai le plaisir de vous parler de l'acné et la rosacée, surtout d'un point de vue traitement qui peut vous intéresser. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'acné? L'acné est une pathologie chronique de l'unité pilosébacée qui est fréquente, comme vous savez, 14% chez l'adulte, qui touche surtout les femmes, et puis 35 à 90% chez l'adolescent, et là c'est surtout les garçons. Il s'agit du développement chronique de papules, de pustules, jusqu'à les formes plus sévères de nodules et des kystes, sur les zones où on a beaucoup de glandes sébacées, typiquement la zone du T, mais aussi le thorax et le dos. Au niveau de la zone du T, à savoir, on a jusqu'à 876 unités par centimètre carré, et c'est des unités pilosébacées sensibles aux hormones, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, la physiopathologie de l'acné est une orchestre de plusieurs facteurs. Si vous voyez ici une unité pilosébacée avec le follicule pileux, la glande sébacée annexée, donc il y a plusieurs dysfonctionnements. Tout d'abord en désordre de kératinisation. Il y a une surproduction de lipides par les glandes sébacées et de lipides pro-inflammatoires, surproduction de sébum et de lipides pro-inflammatoires. Il y a une colonisation par le Cutaneobacterium et une inflammation qui vient du coup s'instaurer. Et ces mécanismes sont liés à des dysfonctionnements d'ordre intrinsèque et extrinsèque. Parmi les facteurs intrinsèques, il y a bien sûr les androgènes. On l'a dit, c'est les unités pilosébacées sont sensibles aux hormones. Donc il y a une surproduction d'androgènes en général et une sensibilité accrue aux androgènes avec des glandes sébacées qui produisent trop de sébum et des kératinocytes qui sont dysfonctionnels et qui vont faire une occlusion au niveau de l'orifice pilosébacé. Parmi les facteurs extrinsèques, plus ou moins débattus dans la littérature, il y a l'alimentation riche en lipides ou en sucre, il y a la fumée, il y a les traumatismes ou la manipulation, il y a la résistance à l'insuline, entre autres, et puis la colonisation bactérienne au niveau du visage. Donc voici un peu l'évolution d'une unité pilosébacée au cours d'une poussée d'acné avec la corrélation clinique. Donc la lésion élémentaire de l'acné, c'est le comédon, et puis la peau grasse, en fait, luisante. À ce stade-là, on voit typiquement des points blonds. C'est quand les kératinocytes au niveau de l'unité pilosébacée vont faire une occlusion, et on voit cette papule avec un petit point blanc. Quand les lipides à la surface sont oxydés, on a typiquement le comédon ouvert, c'est les points noirs qu'on voit sur la peau. Et quand, par contre, il y a une accumulation de sébum avec une colonisation bactérienne et de l'inflammation qui commence à arriver, on passe au stade plus modéré sévère de l'acné avec des papules, des pustules, jusqu'à des nodules et des kystes. Et c'est à ces stades-là que l'on a des lésions secondaires irréversibles, c'est-à-dire une hyperpigmentation et des cicatrices par la suite. Donc c'est vraiment là qu'il faut traiter les patients pour éviter d'en arriver à des cicatrices qui sont irréversibles. Donc l'acné, c'est un diagnostic clinique. Il n'y a pas besoin de faire des bilans paracliniques. L'exception est la suspicion d'hyperandrogénie sous-jacente, comme on va voir tout à l'heure. Ce qui est très important à discuter lors de l'anamnèse, c'est l'âge d'apparition, si en lien avec les menstruations, le cycle menstruel, les antécédents familiaux. Chez le jeune enfant et les femmes, il est important d'explorer s'il y a des signes de virilisation, des symptômes systémiques associés éventuels. On va voir que les formes d'acné sévères peuvent être associées à des syndromes. Le régime de soins de peau. Comme vous savez, il y a des produits qui favorisent l'acné, surtout si on en achète sur des grandes surfaces. Donc ça, c'est quelque chose à explorer avec les patients pour bien les conseiller. Les traitements déjà effectués et l'impact psychologique qui peut être très important. Voici quelques formes cliniques. Donc la forme rétentionnelle pure, c'est quand on a uniquement les comédons fermés. La forme inflammatoire superficielle avec des papules, des pustules. L'acné excorié, surtout chez la jeune fille, où on voit des lésions d'acné hétérogènes avec des papules, des pustules, des comédons, mais aussi de l'hyperpigmentation et déjà des cicatrices. Donc là, il y a déjà un risque cicatriciel et il faut traiter. Jusqu'aux formes plus sévères,
l'acné conglobata, avec des nodules et des kystes multiples, au visage, mais également au niveau du dos, jusqu'à la racine des cuisses, avec un grand risque de cicatrice et une résolution spontanée qui n'est pas possible à ce stade. Jusqu'à la forme la plus sévère, c'est l'acné fulminant, et c'est un peu celle à reconnaître. C'est des nodules, des kystes aussi avec des croûtes hémorragiques, mais aussi des symptômes systémiques, avec de la fièvre, des lésions ostéolytiques, surtout au niveau des clavicules et du sternum, un syndrome inflammatoire, et puis potentiellement une hépatosplénomégalie, donc il faut traiter rapidement ces patients. C'est en général les jeunes garçons entre 13 et 16 ans. Question importante à poser, s'il y a une prise de stéroïdes anabolisants qui peuvent déclencher un acné fulminant, ou s'il y a eu un traitement d'isotrétinoïne, donc le Roaccutane, Peros, qui introduit à des doses trop élevées rapidement, peut déclencher un acné fulminant. Le traitement, c'est des corticoïdes systémiques avec des petites doses d'isotrétinoïne systémique également. Voici quelques syndromes associés à l'acné forme sévère. Donc il est important de explorer s'il y a d'autres lésions, hormis l'acné, notamment pour l'hydradénite suppurée au niveau des grands plis, et puis surtout au niveau articulaire. Et là, il faut référer bien sûr chez le spécialiste, rhumatologue, immunologue. D'autres formes d'acné. L'acné cosmétique, on l'a dit, il y a des produits qui favorisent les comédons, donc à éviter. L'acné mécanique suite à la manipulation, au traumatisme. L'acné révélant un hypoandrogénisme, voici quelques caractéristiques cliniques à garder en tête: l'hirsutisme, l'hypertrophie musculaire, clitoridienne, la voie rauque, l'alopécie androgénique et puis des troubles du cycle menstruel chez la femme à investiguer. Nous, on aime bien demander un avis endocrinologique et gynécologique. Dans ces cas-là, je vous ai quand même mis le bilan de base, mais en général, on réfère les patients. D'autres formes cliniques qui vous concernent peut-être moins, l'acné du nouveau-né qui est liée au portage de Malassezia, c'est une levure qu'on a tous qui colonise la peau, qui peut faire ces éruptions avec des microkystes et un érythème qui est bénin et qui se résolue dans les 2 à 4 mois. Il faut rassurer les parents. L'acné infantile, surtout chez le garçon, avec une élévation physiologique des taux d'androgène, également bénin, donc il faut rassurer les parents. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est une acné entre l'âge de 2 ans et l'adolescence. Là, il faut aller rechercher un trouble endocrinien. Dans les diagnostics différentiels, le chloracné, c'est une acné qui est en lien avec l'exposition à des produits chimiques toxiques, notamment les pesticides, ce qui en fait une maladie professionnelle, donc c'est important d'investiguer ça. Cliniquement, ça se présente avec des microkystes, des comédons, surtout au niveau rétroauriculaire, au niveau malaire, mandibulaire. C'est des formes d'acné difficiles à traiter. Souvent, il est nécessaire, d'une part, d'arrêter l'exposition, bien sûr, de l'autre, des traitements systémiques, mais les lésions peuvent persister pendant plusieurs années. Les corticoïdes systémiques, beaucoup plus fréquents, peuvent faire des formes de pseudo-acné au niveau assez monomorphe, au niveau du thorax surtout. Et puis, tout ce qui est cytostatique et inhibiteur des anti-EGFR, on en voit beaucoup en dermatologie, chez les patients traités pour des tumeurs solides, qui touchent surtout le visage, en général qui est dose dépendant, qui arrive après 1 à 3 semaines après l'introduction du médicament, et qui est aussi indicateur en général d'une bonne réponse au traitement, donc en soi, c'est pas si mauvais pour le patient. D'autres diagnostics différentiels, la folliculite bactérienne à gram négatif ou adémodex au niveau du visage avec des papules, des pustules. La rosacée, on va en parler tout à l'heure. La pseudofolliculite de la barbe, surtout chez les phototypes foncés au rasage avec des poils qui sont encarnés, qui vont faire des pustules, des papules. Et puis dans les choses plus rares, des angiofibromes, notamment la sclérose tubéreuse de Bourneville, ou encore des kystes, des hyperplasies sébacées ou d'autres tumeurs annexielles plus rares. Alors pour ce qui est des traitements, il faut bien explorer avec les patients les attentes et puis bien investiguer la souffrance psychologique. Les traitements de l'acné sont choisis sur la base du degré de sévérité.
Il faut bien expliquer que les traitements de l'acné n'accélèrent pas l'évolution naturelle de la maladie, c'est-à-dire qu'on arrive à traiter les symptômes, mais les guérisons la guérison est très individuelle et imprévisible d'une personne à l'autre. Il n'y a que l'isotrétinoïne Peros, le Roaccutane, qui peut éventuellement induire une guérison. L'amélioration est lente, la compliance est le premier facteur d'échec, donc il faut bien expliquer aux patients, une fois qu'on a instauré un traitement, de le garder au moins 3 mois avant de décider de changer, car il n'a pas fonctionné. Des ajustements d'ailleurs de traitement sont souvent nécessaires et des traitements au long cours d'entretien aussi. Donc comme vous l'avez vu, il y a plusieurs dysfonctionnements qui amènent à l'acné. Donc nous, on recommande toujours d'effectuer des traitements combinés. D'une part pour réduire l'hyperséborrhée, de l'autre pour réduire la formation des comédons avec des agents kératinolytiques, et de l'autre encore pour réduire la colonisation bactérienne, d'introduire des désinfectants ou des antibiotiques topiques ou systémiques, on va voir. Voici le tableau qui vous intéresse probablement, qui a été fait par mon collègue de HUG. Vous voyez ici les différentes formes d'acné en fonction de leur gravité, des traitements proposés, des alternatives chez la femme et les traitements d'entretien. Sur la droite, je vous ai mis les guidelines américaines qui ont été mises à jour l'année passée, si vous voulez voir ce qu'ils font nos collègues aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on voit, si on va un peu plus en détail, c'est que les rétinoïdes topiques, c'est vraiment le traitement pour toute forme d'acné. C'est des dérivés de la vitamine 1 qui ont des propriétés kératinolytiques et anti-inflammatoires. Je vous ai mis 3 produits qu'on retrouve dans le commerce en Suisse. Il faut prévenir les patients, ça peut provoquer de l'irritation, de la sécheresse, donc il faut peut-être les introduire un jour sur 3 avant de voir un peu comment les patients tolèrent, avant de les utiliser tous les jours. C'est des médicaments photosensibilisants, donc à utiliser plutôt le soir. Et comme vous savez, les rétinoïdes, c'est des médicaments tératogènes. Même si on les utilise en topique, on préfère ne pas les utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Alternative, l'acide azélaïque, qui est aussi kératinolytique, anti-inflammatoire et antibactérien. Il est en alternative parce que ça a été démontré qu'il est un peu moins efficace. Par contre, il n'y a pas tellement de contre-indications et c'est indiqué chez les phototypes plus foncés, car il atténue l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Pour tout ce qui est désinfectant et antibactérien, le peroxyde de benzoïle, là vous en avez 2 les plus utilisés. Effet antibactérien qui est OK pour la grossesse et l'allaitement. Comme pour les rétinoïdes, ça peut provoquer de l'irritation, ça peut décolorer les textiles, il faut le dire aux patients, d'utiliser des vieux linges quand ils se lavent le visage avec ces produits. Les antibiotiques topiques, on a la dalacin, la clémicine. En général, on n'utilise jamais en monothérapie en antibiotiques topiques. On préfère combiner avec les autres traitements pour le risque de résistance. Et puis les cyclines sont également photosensibilisantes. Et puis bien sûr, on ne va pas donner à la fois un antibiotique Peros et topique pour l'acné. Heureusement, dans le commerce, il y a beaucoup de produits combinés. Ça nous facilite la vie. Voici l'Epiduo, c'est probablement le plus utilisé. Vous l'avez peut-être déjà prescrit aussi. Qui est un produit utilisé pour les formes légères jusqu'à modérées, mais aussi dans l'entretien et en alternative dans les formes sévères. Donc c'est une combinaison de peroxyde de benzoïle avec un rétinoïde topique. Et puis on a d'autres combinaisons, typiquement avec des antibiotiques topiques et le peroxyde de benzoïle ou avec un rétinoïde. Comme vous voyez, il y a plusieurs options. Il faut explorer un peu avec les patients. Il faut essayer d'en choisir un, l'essayer pendant 3 mois et puis éventuellement passer à un autre s'il n'y a pas de résultat. L'antibiotique oral uniquement pour les formes plutôt modérées et sévères. On a des cyclines principalement. Et il y a quand même pas mal de contre-indications et d'effets secondaires, notamment la grossesse, l'allaitement, pas chez les enfants avant de 9 ans. Photosensibilisant, donc c'est pas une bonne idée maintenant qu'on va vers la belle saison d'introduire une cycline en thérapie.
Et puis, il y a pas mal d'effets secondaires au niveau gastro-intestinal. C'est des traitements qu'on devrait prendre à jeun le matin et les patients rapportent souvent des nausées. L'autre chose importante, c'est qu'il ne faut jamais les associer avec l'isotrétinoïne péros parce qu'il y a un risque d'hypertension intracrânienne. D'ailleurs, on espace les deux traitements si on veut les introduire de au moins 2 semaines. Alors, quelques conseils aux patients. Voici des gammes de savons qui, d'ailleurs, contiennent même maintenant la protection solaire, la photoprotection, qu'on peut leur conseiller. Bien sûr, il faut éviter de manipuler les comédons. Il faut utiliser des crèmes sans corps gras et la photoprotection est importante. Je vous ai mis ici 2 exemples pratiques. Par exemple, savon le matin, combinaison de peroxyde de benzoïle et antibiotiques topiques, et puis rétinoïde topique plutôt le soir vu qu'il est photosensibilisant. Ou alors encore le soir, l'Epiduo qui est combinaison de peroxyde de benzoïle et rétinoïde topique. Les traitements systémiques, c'est plutôt ressort du spécialiste, notamment le Roaccutane, isotrétinoïne péros. Vous savez, c'est un traitement tératogène, donc on est strict là-dessus. Il faut une double contraception mécanique et médicamenteuse. Chez nous, on fait des tests de grossesse mensuels et on fait des ordonnances 1 fois par mois. Au cabinet, nos collègues, parfois, quand ils ont un bon contrat thérapeutique avec les patientes, ne font pas autant de tests. Aux États-Unis, ils sont encore plus stricts. Et puis, en général, on fait un dosage de transaminase et de lipides au début, et puis après 3 mois et au mois, car il y a un risque d'augmentation du profil lipidique, surtout des triglycérides. Les dosages, je vous les ai mis ici en bas. En général, on arrive à une dose cumulée de 120 à 150 mg kg et après on estime qu'on a traité le patient, on arrête les traitements. Maintenant, les pratiques changent un tout petit peu. Il y a, surtout aux États-Unis, des dermatologues qui prescrivent des microdoses de Roaccutane presque en réserve et au besoin. Et il semblerait que c'est également efficace. Rapidement sur les traitements hormonaux, donc chez la femme, nous on demande souvent un avis aussi à nos collègues gynécologues ou endocrinologues, mais à savoir qu'il y a des pilules contraceptives avec des oestrogènes et des progestatifs qui ont des propriétés anti-androgènes, et également le spironolactone qui a des propriétés anti-androgènes. On peut même combiner les deux. Pour tout ce qui est des cicatrices, malheureusement, c'est des traitements qui ne sont pas pris en charge par l'assurance. Et on ne peut pas tellement faire des miracles, donc c'est pour ça qu'il est important de traiter les patients avant la formation des cicatrices. Le laser Prodip, qui a une longueur d'onde assez élevée, va améliorer la texture des cicatrices en agissant sur les fibroblastes en profondeur. Le CO2 ablatif va enlever des petites couches de peau superficielle et va essayer d'homogénéiser les cicatrices avec la peau saine. Pour tout ce qui est rougeur, érythème, il y a les lasers vasculaires, le PDL. Puis bien sûr, chez des cas particuliers, il y a le recours à la chirurgie plastique avec des filaires chez des patients qui ont vraiment des grosses pertes de substance au niveau des cicatrices. Il y a des nouveaux lasers qui ont des longueurs d'onde encore plus élevées, qui vont cibler les glandes sébacées, qui semblent être efficaces vraiment comme, pas pour traiter les cicatrices, mais vraiment pour traiter l'acné en détruisant les glandes sébacées. Parce que c'est juste une question en ligne qui demande que faire si le cholestérol augmente chez une jeune sous traitement de rétinoïde. Alors c'est surtout les triglycérides en général qui augmentent. J'ai jamais eu le cas où il a fallu arrêter vraiment le traitement, mais si on voit sur plusieurs prises de sang que ça continue à augmenter, on arrête. Il faut arrêter. Merci. Par rapport au rétinoïde péros, quelle est votre expérience avec les effets secondaires qui sont quand même assez craints? Par rapport au rétinoïde péros, quelle est votre expérience en dermato par rapport aux effets secondaires assez craints sur le plan psy et puis aussi la perte de cheveux? C'est quand même souvent un truc qu'on entend, une crainte. Voilà, je me demande à quel point c'est fondé. Il y a eu des études qui ont dans le passé, qui ont été démenties maintenant, sur le fait que ça puisse induire une dépression. Et nous, on n'a jamais eu des cas. Et puis maintenant, il y a des études qui ont montré que ce n'est plus le cas. Enfin, voilà. Perte de cheveux,
Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai pas eu beaucoup de patients hommes sous Roaccutane ou femmes. Ça peut arriver aux deux. Après, on peut conseiller des traitements topiques, le minoxidil par exemple. Je n'ai pas beaucoup d'expérience pour la perte de cheveux. En général, chez les jeunes, je pense que c'est moins fréquent que chez l'adulte. Par contre, une chose, c'est des douleurs musculaires chez les jeunes sportifs. Ça, c'est quelque chose qui peut être rapporté. Parce que ce que j'entends de votre présentation, c'est vous conseillez de référer aux spécialistes quand il y a besoin de Roaccutane, Perros, mais finalement l'enjeu central c'est la contraception, ça c'est un truc qu'on peut gérer comme généraliste. Donc qu'est-ce qui fait que vous êtes si prudent par rapport à ça? C'est peut-être un peu l'empreinte des États-Unis où il y a eu des procès sur des jeunes filles qui sont tombées enceintes sous Roaccutane en fait. Donc on est assez strict, mais c'est vrai que nos collègues en cabinet, ils sont... Quand on a en face une personne avec qui on a un bon contrat thérapeutique, finalement, je pense qu'on peut se permettre d'introduire le Roaccutane et puis avec une double contraception sans besoin de faire tous les mois un test de grossesse. Après, c'est un peu à chacun. Nous, on a même des petits cahiers où on écrit, on fait un contrat avec les patients. Et... Après, tout dépend du patient, bien sûr, hein, je pense. Après, c'est juste une responsabilité, donc voilà, c'est... Bonjour, merci. Bonjour. Une petite question, comment savoir si un produit cosmétique est comédogène ou non? Normalement, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus, normalement. Mais est-ce qu'il y a un peu des principes, certaines catégories de substances? Oui, alors il y a plein d'ingrédients qui sont comédogènes. Des huiles minéraux, la lanoline, des parfums, enfin il y en a vraiment une liste. Mais maintenant, ils font très attention en général, parce que c'est un peu du marketing. Donc, si les patients sont adressés à la pharmacie, normalement, nous, on les adresse et on leur dit de demander à la pharmacie, ils sont bien conseillés en général. Sur la plupart des produits, c'est écrit en tout cas. Sur des produits effectivement bien référencés, mais disons, vous dites qu'il y a une liste. Cette liste, elle est accessible finalement? Moi, je vous avoue, je l'ai cherché la semaine dernière aussi. Vraiment, vous pouvez, si vous écrivez maintenant sur Google, vous trouvez la liste des produits qui... En fait, les produits comédogènes favorisent le développement d'acné parce qu'ils vont faire une occlusion eux-mêmes au niveau du follicule pileux. Du coup, l'orifice est occlu et puis en dessous, il y a tout le processus inflammatoire qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça un peu le principe en fait. Et juste une dernière question peut-être sur le traitement avant de continuer dans la présentation, c'est combien de temps maximum peut-on utiliser les traitements topiques? Alors, il n'y a pas tellement de règles. Quand ils fonctionnent, en général, on les garde. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'évolution de la maladie, enfin, une fois passé l'adolescence, souvent l'acné, après, il s'arrête. Du coup, là, on peut gentiment arrêter les traitements. Par contre, les traitements systémiques, notamment les antibiotiques, on fait souvent des cures de 3 mois. Merci. Donc, rapidement, parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, comme on a vu, le traitement dépend de la sévérité de la souffrance psychologique des patients. Les rétinoïdes topiques, c'est le traitement de base. Les traitements combinés, c'est ce qu'on recommande pour essayer d'agir sur plusieurs facteurs en même temps. Pas d'antibiotiques en monothérapie. Et puis, voilà, j'ai mis les rétinoïdes oraux, mais aussi l'hormonothérapie, plutôt ressort du spécialiste. S'il n'y a pas d'autres questions sur l'acné, je passerai rapidement sur la rosacée, qui est également une pathologie inflammatoire chronique du visage, mais à différence de l'acné qui touche surtout l'adulte, entre 30 et 50 ans, surtout les femmes, et surtout les personnes avec les yeux, les cheveux et la peau claire. D'ailleurs, on l'appelait historiquement la malédiction des Celtes. Il s'agit d'un érythème facial avec des papules de pustules jusqu'au stade de rhinophyma ou phyma, parce qu'il peut toucher le nez ou pas. Là, vous voyez une peinture de 1490 où on voit un joli rhinophyma, une hyperplasie des glandes sébacées du nez liée à la rosacée. Ça évolue de façon fluctuante avec des flashs et des bouffées de chaleur, et puis la tente oculaire est beaucoup plus fréquente de ce que l'on pense, jusqu'à 58%. Voici les 4 formes. La forme érythémato-téléinjectasique, avec un érythème et des vaisseaux dilatés, la forme papulopustuleuse, le rhinophyma, et puis la forme oculaire.
pathogénèse est aussi multifactorielle, avec plusieurs facteurs qui influencent la survenue de rosacée, des facteurs extrinsèques, le portage de démodex au niveau cutané qui entraîne l'inflammation, les aliments épicés, les boissons chaudes, l'alcool, le soleil, les changements de température, mais aussi le stress, les émotions. Ça, c'est les facteurs un peu déclencheurs. Puis on a bien sûr une prédisposition génétique. Disons, la pathogénèse n'est pas très bien élucidée, mais il y a principalement deux mécanismes qui amènent à la rosacée. C'est une inflammation liée à une réponse du système immunitaire déclenchée par ces facteurs, qui amène à des papules et des pustules, et un dérèglement neurovasculaire qui amène à l'érythème, au flash. Quand ces deux mécanismes deviennent chroniques, on a une angiogénèse avec des nouveaux vaisseaux et des téléangiectasies qui amènent à un érythème qui, lui, après, est persistant. Par contre, le FIMA est lié à une hyperplasie des glandes sébacées qui sont stimulées et qui deviennent hyperplasiques. Donc, pour les traitements du stade érythémato-téléangiectasique, il faut bien discuter avec les patients de contrôler les facteurs déclenchants. Donc, bien se protéger du soleil, ça c'est la première chose importante. Contre le froid, éviter les aliments épicés, l'alcool, les boissons chaudes. Des soins de peau similaires finalement à celles de l'acné. Le camouflage, le vert c'est la couleur qui camoufle le rouge, donc c'est quelque chose qui est très utilisé pour l'érythème persistant. Et puis on a à disposition la brimonidine, c'est un agoniste du récepteur alpha-2 adrénergique qui entraîne une vasoconstriction cutanée temporaire. Là vous pouvez voir un exemple, après 1 heure, après 2 heures. Là, c'est un autre exemple. Il s'agit vraiment de traiter l'érythème et pas les papules ou les pustules. D'ailleurs, vous voyez que dans cette forme mixte, les papules restent quand même. Donc ça a l'air super, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc il faut beaucoup. Enfin, disons, il y a surtout un effet rebond qui pourrait survenir. Donc on conseille en général aux patients d'essayer d'abord chez eux le dimanche après-midi. Il y en a qui le tolèrent très bien, qui l'utilisent souvent, il y en a qui ne le tolèrent pas du tout, qui même, ça empire les symptômes. Pour les traitements, par contre, du stade papulopustuleux, on a à disposition des antibiotiques topiques, le métronidazole à différents dosages, et l'ivermectine, le Solantra, principalement, qui aide à diminuer le portage de démodex et donc à contrôler un petit peu l'inflammation. Et puis on a aussi des traitements systémiques, principalement des cyclines. En pratique, on donne souvent le Solantra comme traitement d'entretien le soir, et puis on laisse en réserve les antibiotiques topiques quand il y a vraiment des papules et des pustules, voire l'antibiotique Peros si on n'arrive pas à contrôler les symptômes avec les topiques. En général, on fait des traitements de 3 mois de cycline. On a à disposition l'Oracea, qui est une doxycycline à 40 mg, donc vraiment qu'on utilise pour l'effet anti-inflammatoire et pas antibactérien. Par contre, pour le stade de rhinophyma, on n'a pas vraiment de traitement autre que le laser CO2. Donc c'est vraiment un peu comme faire de la sculpture. On peut faire ça soit sous anesthésie générale ou locale, et on arrive avec un laser ablatif à enlever l'excès de glandes sébacées. Le résultat est plutôt bien. Pour l'attente oculaire, on demande en général un avis à nos collègues ophtalmologues. On a à disposition des gouttes ophtalmiques et des inhibiteurs de la calcineurine, l'élidel et le protopique, voire pour les formes plus sévères aussi des traitements systémiques avec les cyclines en général. Voilà, avec ça j'arrive à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions.